Bonjour à tous et bienvenue pour ce neuvième épisode de Midnight Cowboys. Je suis toujours accompagné de mon acolyte et fidèle podcasteur Axel. Bonjour Axel. Bonjour William, ça va? J'espère que ça va et puis, bonjour à tous et très content d'être ici pour parler, d'un film intéressant. Oui, bah écoute, ça va aussi de mon côté. Aujourd'hui, dans Midnight Cowboys, on va parler d'un film où les arbres se rebellent, où les gens fuient, mais où les gens fuient le vent. Et oui, le vent. Vous avez bien entendu? Ce film, c'est The Happening, plutôt phénomène en français. Ou comment M. Night Shyamalan a réussi à transformer un pique-nique dans un champ de blé, film, catastrophe existentielle. Et vous allez le voir, ce n'est pas tant, le film catastrophe qui a intéressé, le grand public, plutôt que le jeu, catastrophique selon certains de Mark Wahlberg, hein, qui ne pouvait pas être, plus confus que dans Transformers. Ici, il se bat contre la photosynthèse et il se bat contre les, dialogues étranges, voilà. Mais derrière tout ça, The Happening cache un film profondément symptomatique de la paranoïa écologique des années 2000 et du malaise spirituel qui traverse tout le cinéma de Shyamalan. On va tenter de comprendre, hein, finalement, comment un film aussi absurde en apparence peut se révéler, intéressant, d'autant plus aujourd'hui dans le contexte, encore malheureusement, des enjeux grandissants, du réchauffement climatique. Du jour au lendemain, un phénomène inexpliqué frappe, la côte est des États-Unis. Les gens se figent, reculent, puis se suicident. Le professeur Elliot Moore, incarné par Mark Wahlberg, et sa femme Alma, incarnée par Zoé Deschanel, fuient la ville, espérant échapper à ce qu'on croit être une attaque chimique ou terroriste. Mais les faits s'accumulent, il y a de plus en plus de cas, heu et surtout, ça commence à se propager en fait dans différentes villes qui sont même beaucoup plus reculées que New York et l'ennemi semble plus insaisissable. Donc la nature elle-même pourrait, bien riposter contre l'humanité. C'est ce que nous semble dire le film, en tout cas dans un premier temps. Homeland Security and the CDC. Has reported attacks. Boston, Philadelphia. Maryland. White House officials claims the CIA has a defense against chemical weapons. I don't understand what you're saying. She says everyone's dead outside. What's going on? We lost contact. With whom? Everyone. Ce film sort en fait en 2008, hein, au moment où Shyamalan tente de se relever de 2 échecs critiques, Le Village en 2004 et La jeune fille de l'eau en 2006, qui ont été, des échecs, cuisants en termes de réception. Et après avoir été le nouvel Hitchcock selon certains, avec des films comme Sixième Sens, Incassable, Signe, Shyamalan, devient de plus en plus attendu et ses projets sont très critiqués, pour leur twist, mais aussi, pour leur qualité d'écriture. Et c'est dans ce climat qu'il écrit The Happening, que Shyamalan décrira lui-même comme son film de série B, conscient de l'être. Une sorte de thriller écologique, paranoïaque en fait à la croisée de Body Snatchers, des Oiseaux d'Hitchcock et de quelques films catastrophes des années 50. On peut penser au Jour où la terre s'arrêta par exemple. Et c'est vrai que cette époque est saturée de blockbusters apocalyptiques, hein. On a des films comme, Je suis une légende, Cloverfield, le remake justement du jour où la terre s'arrêta. Et Shyamalan ici fait un film à petit budget finalement qui est assez, inattendu parce que, la bande annonce à l'époque et même l'affiche vendait quand même un film catastrophe conscient de l'être et un film qui, hem, qui s'inscrivait aussi, hein, dans une certaine forme d'horreur, derrière la science-fiction. Et finalement, ce film, à petit budget, est plus sensoriel que spectaculaire. Voilà, c'est l'invisible, le vent, l'air, la peur qui va devenir la vraie menace. La Fox, à l'époque, elle promeut pourtant le film comme un film R-rated, donc un film qui s'adresse plutôt aux adultes et une sorte de thriller écologique réaliste. Donc c'est vrai que, forcément après des films à concept ou du moins avec des intrigues alléchantes comme Le Village ou même, Incassable ou Signe, ce film déstabilise parce qu'il est d'une simplicité effarante, en tout cas, de bout en bout, et il ne cherche pas forcément à créer, voilà des rebondissements spectaculaires, ou quoi que ce soit.
On est plus sur des récits, de science-fiction qui s'articulent autour de la folie, de la pensée collective. Je me tourne tout de suite vers toi, Axel, pour récolter tes premières impressions. Peut-être que le film t'évoque en termes de références cinématographiques, d'intention, de cinéma et peut-être, ce que toi ça te rappelle aussi de cette époque de cinéma? Alors, très bonne question, je pense que, bah, déjà pour rappeler, moi je pense que j'ai pas le même, rapport, au cinéma de Shyamalan que le tien. Je pense que je suis moins attaché, même si, il y a des choses intéressantes à dire quand même. Déjà, faut rappeler que M. Night Shyamalan, c'est quelqu'un qui apparaît au mi-temps à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec, Incassable et enfin Sixième Sens et Incassable, pardon. Enfin, il a fait 2 films avant, mais que quasiment personne n'a vu parce que j'ai l'impression que même les fans de Shyamalan n'ont pas vu les 2 films qu'il a fait avant le Sixième Sens. Mais c'est quelqu'un qui a un cinéma intéressant puisqu'en fait, au moment où il arrive, au les cinéastes hollywoodiens qui sont, j'ai envie de dire, ses collègues qui viennent un peu de la même génération, donc les Tarantino, les Cohen, Fincher, James Gray et cetera. Enfin, pas j'ai envie de dire pas James Gray parce que c'est différent, mais les 3 autres que j'ai cités, même les Wachowski avec Matrix, on est dans un cinéma qui est, vraiment dans l'ère du méta, dans l'ère de la postmodernité. On est un peu dans un cinéma qui est post-baudrillardien où en fait on vit que dans des images, on est conscient qu'on vit que dans du faux, et cetera. On est dans le méta, l'ironie même, le coup de coude avec des références cinématographiques et des films qui jouent avec la mémoire du cinéma en fait, ce que le spectateur sait du cinéma. Et Shyamalan est très différent de tous ses collègues-là parce que c'est quelqu'un qui fait un cinéma de la croyance un peu dans le même sillage, enfin le même, comment dire? Le même sillon que Steven Spielberg, même si c'est très différent. Je pense qu'il y a des comment dirais-je? Des appartenances et Bien sûr. des choses qui sont similaires, Mmh. qui peuvent se rejoindre, y compris surtout dans les thématiques, parce qu'en termes de mise en scène, je pense que c'est très différent. Je pense que c'est quelqu'un qui vient plus de la forme de Hitchcock, comme bah, on Mmh. a parlé des oiseaux, je pense qu'on va en reparler, mais il y a un petit peu de ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait un cinéma de la croyance et qui croit absolument en fait aux histoires qu'il filme, aux personnages qu'il filme, aux situations qu'il regarde et cetera. Et Phénomène, c'est un film intéressant parce que en fait, quand on l'a choisi, je me suis dit que, soit on allait prendre lui, soit un des films qui se situe, juste après ou juste avant Phénomène, en question, en l'occurrence, je pensais à, La jeune fille de l'eau et aussi à The Visit parce que, bah, déjà, c'est les 2 seuls films de Shyamalan que j'ai pas vus avec ces 2 premiers. Et surtout parce que c'est, un peu la période, j'ai envie de dire, à la fin des années 2000 et au début des années 2010. C'est une période, en fait, de transition, j'ai l'impression, dans son cinéma où, il y a quelque chose, qui s'opère là, qui, en fait, en même temps, on perd un petit peu de la croyance qu'il y avait dans ses premiers films, parce qu'on est plus dans un cinéma de la désillusion, un cinéma qui est beaucoup plus déceptif, notamment dans les films dans les finales des films, dans les climax et enfin, comparé au, au 1 film, de Shyamalan, enfin, quand on pense à Incassable, à Signe, au Village aussi par exemple, c'est des films qui sont profondément tristes et qui jouent sur la croyance en fait du spectateur et un cinéma de la foi où il y a pas d'ironie, il y a pas de second degré en fait et enfin bref, c'est déjà pour Mmh. avancer ce truc-là chez Shyamalan qui est hyper intéressant comparé aux autres collègues, j'allais dire qui sont nés, pas vraiment, mais qui ont fait des films en même temps que lui, au début de leur Mmh. filmographie. Et du coup, ça, c'est intéressant et Phénomène se situe un petit peu, entre sa première période et la deuxième période qui va être beaucoup plus enfin, où on perd un petit peu de croyance. On a quand même, ce cinéma de la foi là, mais on est dans quelque chose qui diffère un petit peu, je trouve, ou qui c'est plus un cinéma de la désillusion. On va en reparler après, mais voilà, Phénomène est un film intéressant pour ça et moi, vite fait pour, dire mon ressenti sur le film parce que du coup je l'ai découvert pour l'occasion et alors c'est autant un film c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça mélange un petit peu les genres. On est autant dans un film de catastrophe que parfois dans un film de science-fiction et parfois l'horreur parce que faut quand même admettre que la première heure que je trouve, qui je trouve est la plus réussie, parce que la deuxième heure est en même temps celle qui est la plus passionnante, mais en même temps celle où il y a plus de ratés, j'ai l'impression, parce que c'est un film qui a autant de qualités que de défauts.
C'est ça qui est intéressant et heu et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un film qui mélange ça et notamment durant la première heure où, par exemple, bah, les gens qui meurent, les gens qui se suicident, on va dire que les situations lorsque les gens se suicident sont en même temps terrifiantes que jouissives. Elles sont autant effrayantes que jouissives et c'est aussi ça, d'une certaine manière, qui est assez intéressant. C'est un film qui mélange les émotions, qui mélange les sentiments et les genres parfois c'est réussi, parfois non. On va évoquer certaines situations qui peuvent être, assez ridicules, je pense, mais enfin que le spectateur peut voir comme ridicule. Enfin bref, voilà ce Mmh. que j'en ai pensé un petit peu, donc je te laisse la parole, pardon. Mmh. Ouais, bah, ce que je trouve intéressant, c'est notamment ce que tu soulignes, le rapport, par exemple, avec Spielberg, parce que Spielberg lui-même, dans les années 2000, il reprend quand même le récit de H.G. Wells, hein, La guerre des mondes et donc il réactualise aussi l'adaptation des années 50, mais il c'est en fait, cette idée que la peur du groupe s'articule certes autour de la menace extraterrestre, de la menace étrangère, mais qu'elle est aussi exacerbée par l'effet de pression du groupe. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Phénomène et moi je pense aussi désormais, mais d'une manière plus réactualisée et qui est sans doute, on est plus sur un effet de mise en abîme, mais je pense à des films comme Nope en fait, hein, c'est ce genre de thriller écologique qui, malgré tout, sont assez rares, en fait. Enfin, c'est vrai que quand on regarde les productions en termes de science-fiction, je trouve, qui comme ça sont de l'ordre, parfois, du thriller psychologique en même temps. C'est pas des films qui reviennent, tout le temps. Parce qu'on a eu des films, hein, dans les années 2000 comme Le jour d'après et cetera, mais on était quand même dans du blockbuster qui cherchait à impressionner, à montrer les qualités d'effets spéciaux, parce que c'est quand même une décennie où, on est dans un cinéma, américain qui est post 11 septembre et qui cherche à évoquer comme ça les dégâts enfin, entre guillemets, «les dégâts des attentats», des événements qui touchent qui touchent la société américaine et les métropoles, enfin plutôt même, je dirais même les mégalopoles. Notamment par cette image, de la menace étrangère, soit que ce soit des extraterrestres ou, que ce soit des attentats, mais finalement c'est vraiment cette peur chez les Américains en fait, hein, de la menace étrangère, c'est-à-dire de ce qui survient, momentanément et qu'on n'attend pas et que des cinéastes comme Shyamalan le traitent comme ça, d'une manière, presque invisible. C'est pour ça que je pense aussi à Nope de Jordan Peele, parce qu'il y a cette même idée que la peur surgit dans l'instant, mais pas forcément à des moments où on l'attend pas, mais elle prend pas non plus la forme de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs dans un autre cinéma. C'est en fait, ce qui inquiète les personnages de Phénomène, c'est avant tout, le fait de ne pas pouvoir trouver d'explication et c'est là où je trouve le film intéressant, c'est que chaque personnage essaye de trouver une explication pour caractériser le phénomène, hein. On est dans une pensée qui est, je dirais même, cartésienne, hein, avec ce scientifique qui, dès le début du film, donne un cours et Ouais, cherche tout de suite à trouver une explication, alors qu'il y a pas forcément d'explication. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien et qui traduit ce que tu disais, Axel, par rapport au basculement dans sa filmographie. C'est-à-dire qu'on avait des personnages dans ces films qui comme ça, étaient persuadés qu'il fallait croire, que c'était important ouais, de croire en la présence des choses sans forcément donner une explication, hein. C'est tout le thème de films comme Incassable ou même Sixième Sens, voire Le Village. Mais dans ce film, les personnages refusent de ne pas trouver d'explication. Il leur faut une explication. Comme en fait, c'est essentiel pour le personnage de Mark Wahlberg que sa femme lui dise la vérité, qu'elle a vu un autre mec et cetera pour pouvoir avancer et je pense que c'est lié à une obsession qui est très récurrente, à partir de ce moment-là pour Shyamalan, c'est les médias. Les médias à partir de Phénomène, ça devient,
quelque chose qui est constant. Alors ça l'était déjà un petit peu avant, mais il actualise son cinéma par rapport au flux d'images et surtout à la réflexion que la pensée collective est désormais déterminée par ce que les médias disent, parce que les écrans disent. Hein, c'est vrai que dans des films comme Glass, comme Knock at the Cabin, les écrans sont vraiment j'ai envie de dire, les écrans contrôlent les gens. Hein, c'est Ouais. littéralement ça, en fait, hein. Ils sont, c'est Les omniprésent, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça et donc finalement, il y a cette perte de foi qui passe par l'instrumentalisation des gens comme ça, par la radio, par la télé, dans un restaurant. Enfin voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent et c'est là où je trouve le film intéressant du coup parce que Shyamalan, malgré tout, il ne recycle pas, complètement son cinéma et il tente, d'être d'être quand même dans son temps parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, en plus, alors on n'était pas encore à l'ère des réseaux sociaux, mais C'est juste avant, voilà, hein. C'est juste avant. c'est ça, c'est quand même l'explosion d'internet, en tout cas depuis le début des années 2000, mais jusqu'aux années 2010 et ça impacte encore plus les Américains qui sont encore plus influençables que nous, hein, je pense, là-dessus, il suffit de voir aujourd'hui d'ailleurs sur les réseaux, je pense que la communication par les écrans et par les médias est pour les Américains, tellement déterminante. Ah bah, oui, c'est Donc c'est voilà, devenu presque un truc, qui est maintenant dans leur ADN, quoi. C'est un truc, c'est ouais, ouais, ça, c'est c'est vraiment ça, important, quoi. c'est ça et donc juste pour un dernier point, en fait, moi, Phénomène, ça me rappelle un peu aussi le cinéma de Romero, mais plutôt, le versant série B, comme ça, à filmer des groupes qui, en fait, doivent à un moment donné se fissurer pour pouvoir, rester vivant. Parce qu'en fait, les faiblesses des uns révèlent celles des autres et mine de rien, en fait, à la fin, ça peut devenir un chaos collectif parce que simplement, il y a trop à gérer et c'est vrai qu'en revoyant Phénomène, c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'ai découvert Le Jour des morts vivants de Romero dernièrement, mais je me faisais la même réflexion. C'est-à-dire, c'est pas tant les zombies qui sont la vraie menace du film et là, c'est un Ah peu bien la même sûr que chose. non. Ouais. C'est entre guillemets, c'est pas tant le mal invisible, les phénomènes qui sont le problème dans le film, mais c'est la peur des gens. C'est la Bah, on peur pense d'eux-mêmes, à, on c'est pense à on pense à voilà. cette séquence, que je trouve absolument, enfin, d'ailleurs, peut-être la séquence la plus terrifiante du film, là où Mark Wahlberg, sa femme, la fille et les 2 gamins, veulent essayer de pénétrer dans une maison alors qu'il y a, je crois, il y a un ou 2 vieux dedans. Et en fait, il s'avère qu'ils sont avec des fusils et en fait, à un moment donné, le gamin parle mal parce qu'il trouve que, enfin, c'est pas normal qu'il ne puisse pas rentrer dans la maison et en fait, ils se font massacrer à coups de fusil de Ouais, chasse, quoi. ouais. Et c'est Ah, vraiment c'est une clair, ouais. séquence que je trouve Ouais. terrifiante, dans le film. D'ailleurs, c'est au sein de la deuxième partie. C'est intéressant de dire que, alors qu'on avait dit qu'il y avait un peu 2 parties distinctes, que dans la deuxième partie, il y a quand même des séquences qui sont assez terrifiantes, alors qu'il y a beaucoup aussi de situations que je trouve assez ridicules. Mais ouais, du coup, là, c'est peut-être la séquence la plus terrifiante du film d'ailleurs, hein, et Mmh mh. qui rejoint ce que tu dis, que finalement, bah, c'est la séquence la plus terrifiante du film et finalement le moment où c'est même pas le phénomène qui agit, c'est juste la bêtise et le truc de l'homme est un loup pour l'homme, en fait, littéralement. Ouais. Bah, tu aussi ce moment qui est presque en fait, c'est tellement forcé, enfin, c'est pas que c'est forcé, mais c'est tellement appuyé que ça enfin, c'est vrai que c'est une scène, moi, qui me paraît presque drôle, tu sais? C'est quand, en fait, les gens sortent du restaurant et se dépêchent de prendre leur bagnole Ouais, pour partir. C'est presque marrant parce que les 2 personnages sont vraiment oui, laissés comme ça, tu vois? Comme si de rien et les bagnoles continuent de partir sans les calculer. ouais, vraiment, Et c vraiment, ouais, et c et c'est tellement abusé, quoi. Enfin, tu c'est te tellement dis, aberrant, ouais, ouais, c'est surabusif limite, la scène. Ouais, ouais, c'est voilà, en mode, regardez vraiment il y a personne qui va vous attendre, quoi, vraiment. Donc ouais ouais, ouais. et Mais en et fait, puis c'est par ça rapport rejoint un peu un truc, excuse-moi, hein, ça rejoint non, un peu vas-y, un vas-y, hein. truc, qui est là tout le long du film, c'est que ce, c'est bizarre parce qu'on parlait d'un cinéma de la croyance et cetera, mais comme quoi ce film est peut-être le film de la bascule, parce que ce truc du phénomène lié au suicide des gens et qu'en fait
tu te rends compte que hormis les 3 personnages qu'on suit, c'est-à-dire, Mark Wahlberg, sa femme et la fille, hormis ces 3 personnages-là, tous les autres, sont soit des connards ou alors c'est ceux qui se suicident et c'est quand même une vision assez misanthropique, en fait, de l'humain. Finalement, Ouais, c'est presque misanthrope, comme truc, je trouve bah, et enfin, voilà. moi je te dirais ce qui est le plus cruel, c'est que par rapport à la scène que tu évoquais avec les gens comme ça dans cette, baraque qui tuent, les 2 gosses, ce sont peut-être les personnages les plus ignobles qu'on ne voit jamais, qui Ouais, on sont les voit pas, ouais, les c'est vrai. mais qui sont les plus invisibles du film. C'est-à-dire que pour moi, Ouais, c'est limite encore plus invisible que les fameux phénomènes, que la nature, ouais, bah, oui. que le vent. Mais en fait, ces gens-là, ils s'en sortent bien probablement parce qu'ils restent confinés. Ils prennent pas le risque de sortir. Et ce que le film nous dit, c'est que l'individualisme à ce moment-là, ben, malgré tout, peut-être que ça survit à ce qu'il y a de pire, en fait. Bah, en fait, Et c'est l'individualisme a gagné, en fait. Le c'est repli ça, sur soi voilà. a gagné, quoi et d'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que la seule solution pour que les humains restent en vie face au phénomène, c'est Mark Wahlberg qui le dit à un moment donné, explicitement. Il dit un truc tout simple d'ailleurs, quand on voit le film, c'est assez bizarre de le voir dire un truc aussi simple, mais il dit: «OK, faut se séparer. En fait, faut se séparer» et heu Heu, et donc dès lors que tu te sépares, tu survis, enfin entre guillemets parce que on se rend compte à la fin, la vieille qui est toute seule dehors finalement est prise par le phénomène aussi. Heu, tu sais la vieille à la fin qui est un peu dérangée d'ailleurs oui, oui, et il est assez drôle ce personnage je trouve. Enfin c'est en même temps drôle et en même oui. temps c'est terrifiant parce que toute la séquence j'allais dire la séquence de fin, pas vraiment parce que c'est à juste avant la fin, quand Mark Wahlberg est dans la maison avec, enfin la maison de la vieille et tout ça pour dire que, la séquence est aussi terrifiante que drôle, en fait. C'est juste Oui, ça. oui, oui. En termes de tempo, comique, moi ça me rappelle, l'incarnation de la grand-mère dans The Visit. Enfin, c'est vrai que tu retrouves ce même côté, tellement absurde, en fait, le comportement des vieux qui sont mais ignobles comme ça, qui malgré tout, imposent leur force, en fait, face aux gens, quoi. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu de ça. J'avoue que toute cette séquence-là, moi, ça me parle un peu moins. Enfin, je trouve que c'est peut-être un peu en trop, en fait, dans le film, Ouais. je sais pas, ça me laisse un petit peu, à côté. Ouais, ça me laisse un peu à côté. Mais par contre, ce que je trouve très jouissif, c'est le fait que la menace s'adapte constamment à ce que les gens font dans le film. C'est-à-dire que Mark Wahlberg trouve une solution, là, avec les groupes séparés. Et finalement après, ben, c'est quand même la merde en fait, la menace s'incarne d'une autre manière, que ce soit chez les gens ou au contraire la menace qui commence à toucher des cas isolés et plus des groupes et ce qui donne constamment l'impression qu'en fait, peu importe ce que les personnages font, ils vont quand même être dans la merde. C'est c'est Mmh. c'est c'est même pas, d'ailleurs le titre The Happening, c'est le fait de surgir en fait, c'est quelque chose qui surgit, mais tu sais pas ce qui surgit. Enfin tu sais pas concrètement quand ça surgit. Et tu sais pas non plus forcément la causalité, pourquoi est-ce que ça surgit? Mmh. Et en fait, c'est un petit peu symptomatique de ces gens qui ne savent pas eux-mêmes où est-ce qu'ils en sont. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire, savent pas où est-ce qu'ils partent, savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Le type, il a un ami, son ami, il a l'air totalement perdu avec sa fille. On sait même pas s'il va pouvoir, revoir sa femme. Lui-même, il a une relation terriblement toxique avec la sienne et sa femme, elle en fait, pendant tout le film, j'ai l'impression qu'elle est totalement déconnectée de lui. D'ailleurs, pendant les 30 premières minutes du film, j'ai l'impression elle est quasiment jamais avec lui. En tout cas, elle cherche pas du tout à avoir un contact avec lui. Bah, oui, le personnage est même pas enfin, il n'existe pas vraiment au début, le personnage, en fait, Ah non, du tout, hein, du tout. mmh. En fait, on a presque l'impression qu'elle le découvre pour la première fois, à travers Ouais, ouais. justement C'est ces exactement, ouais. phénomènes, hein. Exactement. Mmh. Ces phénomènes et pour évoquer globalement quand même, ce que ça évoque en termes de mise en scène, bah, moi je dirais que c'est la mise en scène de l'invisible en fait, je pense que Shyamalan, il cherche à transformer le vent Ouais. en une angoisse de cinéma, enfin ça c'est sûr et c'est là où moi je pense à
aux oiseaux parce que c'est la même chose, c'est le jeu sur le hors-champ, sur ce que des oiseaux, c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait banal et tout à fait, Bien sûr. inoffensif, Mmh. peut créer comme menace et donc il va essayer de filmer les feuillages comme des monstres, hein, comme un souffle qui comme ça s'articule, et alors c'est vrai enfin moi je trouve que le travail de caméra est assez minimal finalement, hein, c'est quand même assez souvent fixe, enfin je trouve qu'il y a pas de Bah, le seul c'est moment, vraiment pas le démonstratif en fait, hein. oui, 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 je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, il y a pas de démonstration de mise en scène. Après, il y a quand même je trouve des trucs qui sont assez fulgurants, notamment, moi je pense parce que tu parlais aussi du jeu sur le hors-champ, mais il y a un truc aussi sur la contamination la contamination du mal et de la violence qui est hyper intéressant, genre notamment, moi je pense toujours à c'est un des plans qui m'a le plus marqué lorsque, je sais pas, tu as un policier qui vient de se flinguer, littéralement, et en fait, la caméra va rester sur le flingue qui est tombé par terre, Oui. et petit à petit les gens, vont récupérer le flingue et se suicider avec, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est un plan que je trouve vraiment, enfin qui pour le coup bouge, mais il est très stabilisé ce plan-là en plus, hein, c'est très maîtrisé et cetera, mais ça bouge tellement d'une manière, on a l'impression qu'on suit le mal à l'état pur, et en plus, comme par hasard, on est aux États-Unis et on est du point de vue d'une arme, et cette arme-là sert à littéralement aux gens de se suicider. C'est quand même un truc vachement, comment dire? Critique envers le port d'armes aux États-Unis, j'ai l'impression. Même si là, ça Oui, concerne un oui, oui. flic, évidemment, mais tout le monde va le prendre pour se suicider, tu vois? Il y a un côté, il y a un côté assez misanthrope comme ça, et et il y a plein, Ouais. et l'autre scène, je te dirais, qui m'a marqué mais là, pour le coup, ça rejoint ce que tu dis, des plans assez fixes, et on joue beaucoup sur le hors-champ, surtout sur le hors-champ, j'ai envie de dire. C'est la scène où, tu as les constructeurs, tu sais, comment dire? Les mecs sur un chantier, et en fait, le mec, il voit qu'il y a un type qui vient de tomber par terre, se suicider par terre. Il va, près du corps, et en fait, il sait même pas que, genre, juste derrière lui, il y a des tonnes de personnes qui sont en train de se suicider, et puis en dernier plan de la séquence, tu as le plan, complètement en contre-plongée sur, les gens qui se suicident, en fait, qui se suicident, du haut de l'immeuble, en fait, du haut du chantier. Donc non, non, mais il y a plein d'idées, je trouve, en termes de mise en scène, là-dessus, qui sont pas Oui, oui, démonstratives, oui. mais qui, mine de rien, relèvent quand même parfois pas du tour de force, mais c'est virtuose, moi, je trouve quand même. Ce que je trouve, assez terrifiant, c'est qu'il y a i pour moi, il y a pas de volonté de stylisation, extrême non plus, ce qui peut surprendre. Parce que Shyamalan, quand même, quand tu regardes ses précédents films, je trouve que vraiment un art pour iconiser, pas forcément pour iconiser ses personnages, mais pour caractériser une atmosphère, pour caractériser des images fantastiques, hein. Quand tu regardes Le Village, ou même Incassable, en fait, enfin, c'est vrai que tu as toujours des moments où justement il met l'accent sur le fait que l'objet de la foi des personnages se matérialise vraiment à l'écran. Mais quand je Ouais, regarde Phénomène, pour moi, il y a pas du tout ça. C'est-à-dire que tout est mis sur le même plan en termes d'esthétique, en termes de forme, et comme tu dis, c'est surtout le hors champ. En fait, en fait, l'angoisse, et c'est là où je trouve le film réussi là-dessus au moins, c'est que tu ne sais pas exactement quel moment, en fait, à quel moment il va y avoir un suicide, à quel moment les personnages vont se décider à le faire. Mais quand ça arrive, tu as quand même le temps de voir la préparation qui mène au suicide. Et ouais. c'est ça qui est le plus terrifiant, c'est qu'en fait, la préparation, elle est méthodique à chaque fois. Enfin, comme tu l'as dit, la scène avec le flingue comme ça, on est vraiment au ras du sol. Le personnage vient récupérer le flingue, se suicide, un autre, et cetera. Ouais, en fait, instantanément, quand j'ai revu le film, j'ai pensé à L'invasion des profanateurs de sépulture, parce que c'est quelque chose, les personnages, tu as l'impression qu'ils sont programmés. Ça y est, on est programmés à faire ça, tu vois? C'est marrant que tu parles des de Body Snatchers, parce qu'en ce moment est diffusée la série de Vince Gilligan, qui Ah bah, oui, oui. qui C'est est vrai, c'est qui est vrai. vraiment un genre, le pilote, c'est un remake de Body Snatchers pur jus, quoi. Alors vraiment, Ah ouais, ouais, bah, c'est vraiment totalement, impressionnant. totalement. Donc Mmh. c'est marrant que tu parles de ça, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Et aussi ce que je vais dire, c'est que, enfin ce que je voulais signifier par rapport au fait que tout est mis sur le même plan.
formellement, visuellement. Je trouve que ça passe aussi par certaines scènes ch qui sont vraiment chocs. Je pense à cette scène, enfin choc, ça pourrait l'être encore plus, mais je trouve ça quand même, marquant graphiquement. Le moment où, je crois que c'est Mark Wahlberg, enfin je sais plus, mais en tout cas, en gros, il y a du monde qui se réunit et qui regarde une vidéo sur un téléphone avec un type qui se fait bouffer par un lion, enfin qui se fait déchiqueter par un lion, Ah ouais, et putain, c'est vrai. et alors ça, mais en fait, c'est vraiment montré de façon tellement frontale, et il y a une autre scène où en fait Mark Wahlberg choisit de se confronter vraiment à l'horreur de la situation. C'est quand il voit un mec, se mettre par terre et attendre que Oui, l'espèce de débroussailleuse vienne le déchiqueter, totalement, oui. Oui, totalement. et ça, j'avoue, c'est enfin quand même, tu vois? Je veux dire, ça fait son effet. Ouais, ouais, bah, en fait, il y a un côté, il y a un côté vraiment, au moins c'est même si c'est un film qui a plein de défauts, il y a un côté quand même, genre, où on prend du plaisir à regarder quand même, le truc, quoi. S'il y a des morts qui sont assez inventives, les situations sont assez créatives et cetera. Moi, je trouve effectivement le truc de la j'allais dire la tondeuse, mais, comme tu dis, la débroussailleuse ou je sais pas quoi là Mmh. Moi, qui je pouvais pas te qui dire, hein. passe C'est vrai que par j'ai ouais, dit ouais, c'est enfin, débroussailleuse, ouais, mais c'est c'est probablement autre chose, hein. bah, ouais, enfin, un espèce de tracteur, quoi, je sais pas trop, Voilà, voilà. mais ouais, ouais, où Tracteur le bizarre. gars, ouais, voilà, un gars où le gars s'allonge et se fait, enfin bref, il y a plein de situations comme ça qui sont assez, bah, c'est assez ludique, quoi, et mine de rien, bon, c'est un film qui enfin, pour un film catastrophe, parce qu'en plus, dans on va dire au mi-temps des années 2000, enfin, pendant les années 2000, il y en a beaucoup des films catastrophes, mais il y en a peu qui sont intéressants. Tu citais Cloverfield, pour moi, c'est un des plus intéressants avec Phénomène. Parce que Oui, je trouve. Cloverfield et d'ailleurs Cloverfield qui partage avec Phénomène vraiment ce truc de enfin même avec tous les films catastrophes, mais surtout avec Phénomène, ce truc vraiment, intéressant du post-11 septembre. Parce que Cloverfield pour le coup, tu la créature de Cloverfield, c'est vraiment un film sur le 11 septembre, quoi. Genre vraiment Mmh. Ouais, bien sûr, hein. et Bien sûr. c'est vraiment Mmh. complètement ça, quoi. Mmh. Et dans Phénomène, il y a un petit peu ça aussi et heu et puis, non, je vais dire un autre truc, mais je sais plus, donc je vais te laisser parler, puis je vais retrouver ce que je voulais dire et T'inquiète. Non, mais par rapport au film catastrophe, c'est vrai que, ouais, enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la menace étrangère, parce que comme tu dis, sur le contexte post-11 septembre, ça a quand même souvent tendance à, enfin, c'est un cinéma le cinéma américain, à cette période-là, quand on fait des films catastrophes, on veut montrer qu'on a du budget, qu'on sait faire, de beaux effets spéciaux, et que survie à l'invasion extraterrestre, l'invasion étrangère, la menace étrangère. Mais dans ce film, ce qui est quand même pas mal, après oui, il y a des maladresses, hein, c'est pas pour dire le contraire, mais l'humain ne subit plus la catastrophe, mais l'incarne. ouais. C'est l'humain qui est la menace, quoi. Et Bah, en finalement, fait, enfin, le phénomène pour moi, c'est plus une défense immunitaire de la planète contre les hommes plus qu'autre chose. C'est ouais, plus comme ouais, ça que ouais, je le bien vois. sûr. Ouais, puis, enfin, il y a un truc quand même qui, je trouve, est intéressant, c'est que le fait que les groupes doivent se séparer et que au final, on a affaire qu'à des petits groupes et pas vraiment à une communauté, en fait, parce que je pense que du coup, enfin, ce que ça veut dire par là, c'est en gros, c'est très je pense que c'est très explicite dans le film, mais qu'il y a plus vraiment de peuple américain, en vrai, parce Mmh. que tout le monde est séparé et en fait, le seul moyen, bah, c'est de se séparer. Donc, Ouais. c'est pas on n'est pas, enfin ils ressoudent pas artificiellement le peuple. C'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est que par exemple, il y a des gens qui ont des différences. C'est pas parce que, d'un coup il y a un monstre, ou un phénomène à buter que, d'un coup, ah bah, tout le monde est gentil et puis, on se lie alors que vraiment on est hyper différents politiquement, on n'a vraiment pas les mêmes affects, on est vraiment genre on a vraiment envie de se tuer et juste parce qu'il y a une bestiole à tuer, en fait, on va se lier, artificiellement. Là, il y a pas du tout ça dans le film. C'est vraiment le noyau intime, je pense, qui l'intéresse, c'est-à-dire la famille, et plus particulièrement la 3 personnages, entre autres et c'est ce qui le relie peut-être un petit peu à Spielberg d'ailleurs. C'est qu'il y a ce truc de la famille chez Spielberg qui est un petit peu similaire, même si la différence, je dirais que, la différence qu'il y a avec Spielberg, c'est que chez Shyamalan, je pense qu'on est quand même, sur chacun de ses films quasiment, peut-être pas tous, mais sur la plupart de ses films, on est sur quelque chose de profondément triste, en fait. Parce que chez Spielberg, il peut y avoir de la tristesse, tu vois un peu de
ouais, un peu de tristesse au début de Rencontre du troisième type, sur certains films et cetera. Mais tu quand même soulagé à la fin des films de Spielberg. Il y a pas ce goût amer qu'il y a, je trouve, à la fin des films de Shyamalan. Heu, Par exemple, enfin, qu'il peut y avoir à la fin de Phénomène, qu'il peut y avoir à la fin, de d'autres films du Village ou quoi, tu vois? Je pense que Ouais. c'est assez différent aussi quand même, tu vois? Ah non, du tout, bah, c'est vrai que là, c'est pas un cinéma, d'espérance. En tout cas avec ce film, personnellement, c'est l'impression inverse que j'en garde en termes de sentiments. Mais en tout cas, à regarder Signe, par exemple, où c'était déjà très présent, c'est vrai que moi, pendant une bonne période, je voyais presque ce film comme une suite spirituelle presque à Signe. Ah bah, je Parce pense que c'est ça, hein. que Je pense que c'est un peu le cas, hein, quand même, hein. ouais, bah, c'est en partie parce que, la suite logique en termes de thématique. C'est-à-dire que dans Signe, sont les signes qui révèlent un ordre secret du monde, quoi. C'est que le hasard n'existe pas, que la foi peut être restaurée. Et dans ce film, donc dans The Happening, il n'y a plus de signes, il y a plus de sens à déchiffrer, quoi. C'est-à-dire que le monde ne parle plus et au contraire, le monde souffle. Le vent est le Ouais, signe ouais. muet, en fait, de ce monde qui est déserté, en fait, de signification. Et pour moi, ouais, c'est presque une crise mystique, en fait. On passe du besoin de croire au constat d'un vide spirituel. Voilà. Ouais. C'est Bah, vraiment, on d'ailleurs, passe, ce de la besoin foi au néant. ouais, c'est exactement ça et comme quoi la scène la plus ridicule du film, pour moi, c'est vraiment genre, Mark Wahlberg qui parle à une, plante verte, en plastique, tu vois? Genre, j'étais là, bon, Oui. c'est mine de rien, alors je pense que c'est voulu comme une scène comique, mais ça te parle aussi de ce que tu es en train de dire, de justement, en fait, du besoin de croire. En fait, c'est Mark Wahlberg, il est devant une plante et en fait, tu lui parles et en fait, parce qu'il croit vraiment qu'il peut parler à une plante, quoi. Mais le truc, c'est que en vrai de vrai, enfin, en fait, théoriquement, c'est valable, mais je trouve que dans le film, cette scène-là, elle marche pas, quoi. Genre vraiment, Oui, tu bah, vois, c'est tu plus là en train de te dire: «Oh mon Dieu, je vois l'intention, hein, je la vois l'intention, mais ça marche pas du tout, quoi. mmh. Ça marche pas Mais du tout, alors c'est pas possible». tu vois, moi, je me demande si encore une fois, c'est pas voulu et je pense que si, parce que Shyamalan, j'en suis sûr, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais Ah bah, c'est je même quelqu'un pense d'autiste, hein. C'est même quelqu'un je pense que c'est un cinéaste autiste, hein. Je pense il est tellement, c'est tellement un génie parce qu'en termes de mise en scène, c'est vraiment un génie. C'est-à-dire qu'il arrive parfaitement à plier le réel et à accorder j'ai envie de dire le monde à ses désirs dans le sens où, la mise en scène te traduit, tout. C'est-à-dire que tu même à la limite, tu as même pas besoin des dialogues pour tout comprendre, pour comprendre, chaque film. mmh, Mais, le truc c'est que, c'est des fois ça marche pas parce que je vois que la tension, quoi. Genre ouais, c'est ce qui ouais, bah, m'avait c'est c'est ce la qui limite, hein. m'avait ouais, c'est la limite de ce genre de cinéma. Après, je comprends totalement qu'on puisse y trouver, énormément de choses, qui soient stimulantes, pardon, intellectuellement, mais le truc c'est que, et il y a des trucs qui marchent émotionnellement dans Phénomène, hein, parce que je trouve que le personnage de Mark Wahlberg, il est plutôt bon, c'est un père de famille assez classique, dans le sens où oui, d'accord, il est comme par hasard, il est scientifique, enfin, il est prof, scientifique, il est enfin, tu vois ce que je veux dire? Il a tous les Ouais. attributs un petit peu du cliché du père et tout, mais bah, déjà, moi, je trouve que j'ai un capital, sympathique pour Mark Wahlberg. C'est-à-dire que je le trouve sympa à l'écran et en plus, je trouve, le personnage de la femme est hyper intéressant, sa femme est hyper intéressante quand on sait quand on sait tout son background et tout, ce qu'elle a en termes de psychologie et cetera. En plus, c'est jamais surligné, je trouve et la fille qui parle quasiment jamais, est aussi un personnage intéressant. Mais le truc, c'est que voilà, il y a quand même des trucs qui, j'ai l'impression sont un peu trop théoriques et ouais, typiquement la scène où Mark Bien Wahlberg sûr, ouais. parle à une plante verte, j'étais en mode: «Ouais, bon là frérot, je pense que là, Ah le il faut se calmer». Ouais. Ah, en soi, ouais, la scène en tant que telle, l'intention, je la comprends, je la trouve bonne. Ouais, ça me rappelle presque, tu sais, certains épisodes de la quatrième dimension. C'est-à-dire Ouais. quelque chose qui sort tellement, mais de nulle part, que forcément c'est intriguant. Parce qu'en fait, sur le moment, tu te dis, je veux dire, on va on va quand même nous donner une explication. Ouais, 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 ouais. Tu vois? C'est donc forcément sur le moment, tu es là et tu cherches à essayer de comprendre
ce que ça veut dire et finalement on te le dit pas et alors la scène avec la plante, moi je la trouve pas désagréable, je la trouve pas mauvaise, je la trouve pas forcément mauvaise. C'est plus la scène après où le mec se met à table et comme ça, tient son faux verre de vin rouge. Bon, Ah ouais, non, mais ça, là c'est c là tellement c'est un peu, là c'est ah peut-être un c'est peu abusé, tu vois? ouais, Là c'est j'avais peut-être un peu oublié, j'avais abusé, oublié. Ouais, ouais, c'est vrai. mais mais ouais, après moi je pense sincèrement que Shyamalan s'amuse justement à osciller entre tragédie et parodie, hein. Je pense que le malaise, ça naît justement du décalage entre la gravité du sujet, la gaucherie du jeu, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, à quel point tout le monde est à côté et y compris la mise en scène, enfin pas la mise en scène, mais le contexte aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu te retrouves dans une maison de famille, comme ça avec, tout qui est absolument faux et en fait, ça pourrait presque être un moment du film qui n'appartient pas au film. Tu vois? Ouais, J'ai l'impression totalement, que totalement. Ouais, ouais, non, mais c'est en je sais fait, c'est pas, une ça scène, c'est une séquence qui est complètement extraite, du reste du film, tu as l'impression et c'est c'est perturbant. vrai ouais, c'est très perturbant, mais après là où je te rejoins un petit peu, c'est que j'ai quand même envie de défendre le film parce qu'en vrai, quand tu regardes les critiques, il s'est fait défoncer. Genre vraiment, il s'est fait Oui, oui, défoncer à sa sortie et genre, abusé. alors que, par exemple, cette scène-là, même si je la critique, effectivement, en fait, c'est maîtrisé de la part de Shyamalan dans le sens où elle est filmée comme une scène comique. C'est réfléchi de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il ment pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il est pas en train de te dire, «Ouais, là, je suis en train de prendre au sérieux le fait qu'il croit». Non, c'est vraiment de l'ironie, pour le coup. Mais Mmh. Mmh. et du coup, ça, le film reste honnête avec ce truc-là et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que du coup, cette ironie-là, je pense que c'est à partir de cette période-là de la filmographie de Shyamalan que ça apparaît, en fait. Parce qu'avant, Phénomène, enfin on va dire, de Sixième Sens jusqu'au Village, il y a pas vraiment d'ironie, quoi. C'est vraiment très, 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 très premier degré, j'ai l'impression. Ah oui, hein. Mais à partir de Phénomène, il y a ce truc-là et comme on voit, je pense qu'il y en a un petit peu aussi dans Glass, il y en a un petit peu aussi dans Knock Knock at the Cabin, j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment. Par contre, dans Trap, Dans Trap, son dernier, c'est c'est une constant, comédie. hein. C'est une comédie. Bien sûr, C'est une bien comédie. sûr. Donc ouais, on voit qu'à partir de cette période-là, fin des années 2000, début 2010, il joue un petit peu plus avec, l'ironie. Je sais pas si c'est forcément du second degré, mais en tout cas, c'est de l'ironie et un rapport un peu plus ludique peut-être, aux choses, même si on est quand même dans un cinéma de la croyance qui raconte plus de la désillusion, mais on est quand même face à des personnages qui, essaient de croire. Enfin bref, voilà. Oui, oui. Bah, c'est un renoncement, le suicide dans le film, ça reste un renoncement intérieur plus que vraiment Oui, c'est vrai, c'est vrai. l'effet d'un phénomène, météorologique ou naturel. Je pense que les personnages se livrent eux-mêmes à la mort et d'ailleurs le moment où tu as où tu le meilleur ami, de Mark Wahlberg qui part, on a l'impression que c'est déjà un adieu déguisé. Il lui dit adieu, mais on le voit dans ses yeux, quoi. Il est déjà Ouais. il est il est tellement, à côté, quoi. C'est il pr Alors évidemment, on prend le prétexte de sa femme et il est probablement bouleversé déjà par le fait de potentiellement, il pourrait pas revoir sa femme, mais tu vois très bien du début à la fin, en tout cas depuis le début du film, qu'il est très fragile intérieurement Ah complètement, oui, oui. et là-dessus, ce que je défendrais moi sur Phénomène, c'est que j'ai pas l'impression qu'on martèle le fait que ce soit forcément, la faute de la nature, que ce soit la Mmh. faute tu vois, d'un phénomène, étranger. Ouais. J'ai pas cette impression-là. Pour moi, ça reste un élément de contexte, mais au bout du compte, certes, tout le monde s'arrête, certes, c'est étrange, mais ce sont les gens qui font ça. En Oui, fait, voilà ou ce sont eux qui se poussent à faire c'est ça. ouais, c'est ça et puis au final, le fait que ça soit, enfin la raison, on va dire la raison, vraisemblable, du phénomène, en vrai, ça n'existe pas et on s'en fout de ce truc-là. C'est pas l'intérêt du Non, film. non. Comme tu dis, c'est pas là que se loge tout le tout tout toute, j'ai envie de dire tout le côté un petit peu passionnant et le côté important du film, quoi. C'est pas là-dedans qu'on va le trouver, quoi. Donc Ouais, donc oui, je suis ouais, d'accord. c'est clair, c'est clair.
Mais juste pour revenir par rapport à ce que tu disais sur sa carrière et sur ses derniers films, c'est vrai que pour moi, on retrouve, totalement, des intentions semblables dans son dernier film, hein. Enfin, Ah dans bah Trap ah bah, où, oui, oui. où parfois ça tombe littéralement dans la parodie du genre. Ah oui, Enfin, oui, totalement. dans la parodie Ouais. du comme ça de l'intrigue policière, à suspense. Et au contraire, où il va venir inverser les rôles un peu là finalement à la manière du film catastrophe où les gens deviennent eux-mêmes la catastrophe. Dans Trap où le meurtrier devient le héros, qu'on a presque envie de Ouais. voir, réussir, malgré le fait qu'il est enfin que ce soit un type, absolument, infernal quoi. Je veux dire, il est indéfendable. C'est ça que moi j'aime bien dans Trap, c'est que, là, c'est vraiment le côté mal aimable, en fait, qui me plaît. C'est-à-dire que genre, c'est vraiment un personnage qui est compliqué, le Josh Hartnett dans le film et du coup, Oui, ça, moi, j'aime bien ce petit décalage qu'il y a par rapport à ses autres films. Alors dans Split, le personnage de James McAvoy est très compliqué aussi, mais là, dans Trap, c'est oui. vraiment, je sais pas s'il y a un côté, ouais, il y a un côté mal aimable, slash, tu sais, par moments, j'ai presque l'impression d'être dans un, surtout vers la fin, j'ai presque l'impression d'être chez dans la folie et d'être chez un Friedkin, encore plus sombre, quoi, tu vois? Genre vraiment, Mmh. on s'intéresse à des personnages qui sont Ouais, je vraiment vois. dégueulasses, quoi, vraiment et Mmh. c'est un truc, hyper intéressant dans ce film-là, moi, je trouve. Ouais. Même dans des films comme Split, il y a quand même une distanciation qui est mise. Moi, j'ai plus l'impression Oui. que c'est ça en fait, le personnage de James McAvoy dans Split, ça reste une image un peu comme celle de Norman Bates, en fait, dans Psychose, Ouais. que, enfin, dont le cinéaste est fasciné, mais il va pas on n'est pas vraiment de son point de vue, ne serait-ce que par le fait que Non, non, pendant une évidemment. bonne partie du Mmh. film, on est du point de vue de la jeune fille, hein, qui est jouée par, Anya Taylor-Joy, mais Ouais. ouais, non, mais sinon, enfin, c'est vrai que je te rejoins absolument là-dessus et bah, c'est là où certains défenseurs du film disaient que en partie, s'il y avait du surjeu dans Phénomène et s'il y avait, comme ça des personnages complètement stupides, c'était aussi parce que, les personnages n'étaient pas aimables, en fait. C'est pas des personnages qu'on a Ah forcément bah, envie oui. d'apprécier. Alors le personnage de Mark Wahlberg, moi je trouve qu'il est quand même appréciable. Parce qu'en fait, c'est quand même celui qui essaye de chercher des solutions et qui se retrouve comme ça parmi un tas de personnes qui ne respectent pas ses Bah convictions et il ou qui ne filme le d'ailleurs respectent pas. ouais, il filme d'ailleurs beaucoup de il filme souvent des personnages qui sont en train de réfléchir, aux situations, hein. Donc C'est vrai, c'est vrai. et ouais, 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 dans Phénomène, c'est le cas, hein. puis Mark Wahlberg, il arrête pas de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, quand il est dans la maison à la fin, la maison de la vieille dame, il réfléchit à qu'est-ce qu'il peut faire et au final, il se ouais, il se dit, le «Allez go, allez, limite, aller jusqu'au suicide, juste pour, mourir ensemble» et non, non, c'est constamment des personnages en train de réfléchir dans ces films, de toute façon. ouais, mmh. Ça pourrait presque être un road movie si on voyageait en voiture, quoi. Quand tu regardes Oui. parce que les personnages passent leur temps à essayer d'anticiper comme ça dans leur voyage, ce qui va se passer, Ouais, ouais. Ouais, bah, écoute, je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ce film, Non, je pense qu'on a bah, en fait, juste le truc pour terminer quand même sur une note ambiguë, parce que en fait, le truc, c'est que, j'ai beaucoup défendu le film parce que pour moi, c'est vraiment pas un mauvais film et il y a tellement de qualité de mise en scène qu'il y a beaucoup de choses à garder quand même. Mais que c'est un film qui représente quand même aussi la limite que j'ai avec le cinéma de Shyamalan sur bien des aspects. C'est que, des fois, je trouve ça un peu trop théorique et je vois un peu trop l'intention, en fait et ça m'empêche de m'attacher au personnage et à l'histoire qui est racontée. mmh, C'est un cinéma qui est foisonnant vraiment, que moi-même j'ai eu un cours en dernière année de licence sur Shyamalan, donc c'est pour vous dire, que vraiment j'ai étudié sa mise en scène et tout, je vois tous les talents mais que, à partir de Phénomène, effectivement alors ça dépend, hein, j'aime beaucoup Split, j'ai beaucoup aimé son dernier Trap, mais moi, Knock at the Cabin, par exemple, j'avais vraiment pas accroché. Glass, il y a des moments où j'ai accroché et d'autres où j'étais totalement en dehors.
Là, je comprends, ouais. Enfin bref. Il y a des trucs comme ça, enfin bref, après on va pas parler du Dernier Maître de l'air ni de, After Earth parce que pour moi c'est pas vraiment des films de Shyamalan. Il y a des trucs Non, peut-être dedans, mais bon, c'est vraiment, là on est vraiment sur des commandes où il a vraiment pas eu la main bah, mise disons dessus que et After tout, ça Earth, rend c'est différent. presque un film de Will Smith, quoi, hein. Ah non mais vraiment, non mais C'est c'est horrible, c'est horrible et mais du coup voilà, ça reste un cinéma intéressant, mais moi j'ai envie de dire, pas 50 du temps, mais 30 ou 40 du temps, je peux être facilement en dehors parce que je vois uniquement l'intention, quoi. Donc voilà. soit parce que même si j'aime beaucoup le cinéma de Shyamalan, moi, c'est vrai qu'il y a certains films où, comme tu dis, j'ai aussi cette impression qu'on cherche un peu trop à nous marteler, tu vois, un message ou une intention et alors, en fait, je suis d'accord avec toi pour No 4 de Kevin, mais malgré tout, tu vois, j'y prends énormément de plaisir et ça, Ouais, ouais, non, mais je bah, voilà, comprends, je comprends. mais c'est vrai que on nous martèle encore une fois les intentions, hein, le Ouais. message. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est pas un cinéma subtil. Après, on s'en fout, hein, c'est pas forcément un Oui, ça problème. on s'en fout, ça on s'en fout. Mmh. Ça pour le coup, on s'en fout, mais ça Brian De l'est. Palma Mais Brian De Palma n'est pas subtil, hein, donc voilà. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où quand le cinéma est aussi théorique, mais que, il passe son temps à te donner les indices, à te montrer les indices, ben, c'est presque une contradiction. C'est un peu la Ouais, limite voilà, du cinéma de Shyamalan, c'est que, voilà. parfois ces films n'assument pas complètement d'être théoriques. Hein, c'est-à-dire Ouais, ouais. que quand tu regardes un film d'Antonioni, je vais prendre Blow Up, voilà, je prends un Ouais, exemple bah, oui. très parlant. Blow Up te donne pas d'explication et surtout, en fait, on n'insiste pas sur Ouais, des exactement, ouais. éléments de cadre, Oui, de oui. décor. Mais quand tu regardes un film de Shyamalan, ça part d'un même principe, c'est-à-dire parfois un faux thriller, comme ça, un faux film d'horreur. Je pense à The Visit, par exemple, même si The Visit, finalement, devient un film d'horreur, mais voilà, au début du film, tu te poses quand même la question. Le problème, c'est que Shyamalan part du film théorique pour le transformer et pour, insister sur un twist, pour insister sur la signification de son film et du coup, il y a Voilà, c'est toujours ça, ce c'est côté ça. c'est presque schizophrène. C'est-à-dire, je fais un Ah film mais oui, théorique, oui. mais en même temps, je ne le fais pas complètement. Je Ouais, bah, décide c'est mais c'est de ne pour plus le ça faire. c'est pour ça que je pense qu'il a un côté autiste, hein, dans son cinéma. C'est qu'il se rend pas je pense qu'il se rend même pas compte de toutes les idées de mise en scène qu'il a. Parce que ça reste, encore une fois, ça reste un génie de la mise en scène, je pense. Vraiment, genre, il y Ah a il y oui. a des il y a des solutions de mise en scène, dans tous ses films, quoi. Enfin bref. Mmh. Et oui, bah et pour revenir à Phénomène, à vous de voir, pour ceux qui nous écoutent, si ça vous plaît, après sur l'aspect théorique et cetera, le film reste, très théorique, on va pas se mentir. Très théorique, peut-être, voilà, enfin moi je trouve, pour reprendre une expression que tu m'avais donnée, que c'est peut-être un film malade, ça c'est vrai. Parce Ouais. que le film dure 1 heure et demie et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas complètement abouties, dramatiquement et même heu, on va dire dans l'aboutissement justement des intentions de mise en scène. Disons qu'il y a pas forcément de scène où je me dis, «Ça fonctionne vraiment». Voilà, même si le film me reste en tête parce que je retiens des moments de malaise, de gêne et cetera. Pour moi, c'est un film qui est quand même assez alambiqué, assez déséquilibré par tout ce qu'il essaye de faire. Voilà, très bien. Eh bien, nous espérons que ça vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Phénomène qui reste un film, intéressant et sur ce, on peut passer aux recommandations. I got some bad ideas in my head. I just. Oh, look at it this way, you know. What's holding him up? Pour les recommandations, je ne sais même pas moi-même ce que je vais recommander, donc je vais te laisser parler en premier, Axel, pour parler d'un film américain, que tu as vu, je sais pas, sur les derniers mois, T'inquiète pas, qui t'a parlé. alors, c'est vrai que j'avais envie de parler je pense que je vais parce que moi aussi je savais pas, donc là je suis en train de regarder, mais je pense que je vais vous parler de ça. J'ai rattrapé, sous tes conseils, William,
J'ai rattrapé, Eiffus, je sais pas comment ça se prononce, qui est sorti en début d'année de Carson Lund. Tu avais muté ton micro, William, je sais pas si tu m'entends? Heu, Ouais, c'est bon, je t'entends. Excuse-moi, mais oui, OK. c'est Ifeus, hein, je pense, hein, Ifus, comme ouais, prononciation. Ifus de Carson Lund et donc j'ai rattrapé ce film-là il y a, hier, littéralement, hier et donc il était sorti, comme j'ai dit, en janvier 2025, que tu m'avais conseillé depuis que tu l'avais vu, parce que ça fait quelques mois quand même que tu l'as vu et je sais qu'il fallait que je le voie et figure-toi que, bah, j'ai beaucoup aimé c'est un film alors c'est un film assez étrange parce que alors pour, donner le pitch, en gros, on suit, c'est une équipe, de vieux mecs, qui jouent au baseball, qui jouent au baseball. Alors je sais pas dans quelle ville c'est situé par contre en Amérique, il me semble que c'est un truc connu mais bref, Non, en je tout cas pourrais pas te dire, hein. C'est aux États-Unis et en fait, c'est tout simplement des vieux sportifs qui font leur dernier match, entre eux. Et en fait, le film va s'intéresser non pas au sport en lui-même, parce que j'ai envie de dire, le baseball, s'il y a des auditeurs parmi nous qui comprennent quelque chose au baseball, je pense que vous avez fait bac +15 parce que, vraiment moi j'ai jamais rien compris à ce sport. Moi non Toujours plus. est-il que voilà, mais en plus c'est marrant parce que dans le film, à un moment donné, tu as, 2 potes qui sont en train de regarder le match et tu en as un qui, à un moment donné, le regarde et qui fait, je sais pas, j'ai l'impression de rien comprendre à ce qui se passe, mais je m'en fous et en fait, j'avais l'impression que c'était moi face au film. Je m'en foutais de ce qui se passait au niveau des règles du jeu parce que les personnages sont tellement intéressants, le regard qu'a le cinéaste sur les personnages est tellement intéressant qu'en fait, on s'en fout, du match en lui-même. Ce qui est intéressant, ça va être les relations entre les personnages, le fait d'avoir un que de voir que le cinéaste a un regard très mélancolique sur cette espèce de masculinisme américain, de vieux masculinisme américain, i filmé avec, beaucoup de tendresse, mais pas en adoubant ce masculinisme-là. C'est vraiment juste filmé avec beaucoup de mélancolie et de tendresse. Voilà donc des mecs qui sont avec de la bidoche et de la bière et qui parlent de leur nièce et cetera, qui parlent de leur vie de tous les jours pendant qu'ils sont en plein match de baseball. Ça peut paraître, assez anodin, mais je vous jure qu'en regardant le film et bah, ça dure 1h40 quasiment et en fait, on voit pas le temps passer et on est juste attaché à ces personnages-là et à la fin, on est assez triste de les quitter. Donc moi, je trouve que c'est un des très beaux films américains de l'année et ouais, vraiment sur ce regard très mélancolique qu'on trouve peu ces temps-ci, je trouve, surtout dans les films américains. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce film-là et notamment avec une dernière séquence dans la nuit qui est magnifique. Voilà, je vous conseille, Yifus de Carson Lund. Mmh. Je te rejoins sur, globalement tout ce que tu as dit. Ouais, c'est vrai que c'est l'un de mes films préférés, de cette année. Bon après j'ai pas pu voir, énormément de films cette année qui sont sortis, mais j'en garde un excellent souvenir et comme tu dis, une atmosphère mélancolique qui est superbe et surtout une mise en scène, je trouve, et une photographie qui est vraiment, réussie et Ouais, c'est intéressante. impeccable, Alors hein, c'est impeccable. ouais, non, franchement, c'est vraiment beau. Enfin, moi, je me souviens surtout des scènes de nuit vers la fin, ça m'avait ému, et et d'ailleurs, Carson Lund, enfin, je pense à ça parce que toi, Axel, tu avais adoré, mais Carson Lund qui a travaillé sur, Noël à Miller's Point et qui fait partie, en fait, de ce collectif, en fait, hein, de cinéastes indépendants Bah, ça m'étonne même pas. de Ça Los m'étonne même pas. Angeles. Ouais, ça m'étonne même pas. Voilà, qui figure, pour reprendre, je crois que c'est enfin, je sais plus, c'est un magazine, mais qui devait dire ça, mais qui figure parmi les nouveaux visages du cinéma américain, hein. On va Et qui probablement arrive le le retrouver, hein. qui arrive à filmer, je trouve, comme, personne aujourd'hui, la communauté. Vraiment, c'est un truc, qui je trouve saute aux yeux dans, Yefus et aussi dans Noël à Miller's Point. Bah, il me semble qu'il a travaillé, si je me trompe pas, sur la photo, parce qu'à la base, il est photographe. Il me semble qu'il a fait la photo de Noël à Miller's Point, ouais. J'ai un doute, hein. OK. Alors moi, de mon côté, bah, je vais vous recommander, je vais pas forcément faire très original. Mais je vais vous recommander Carole de Todd Haynes. Oh là là. Voilà.
Carol de Todd Haynes, je l'un des meilleurs films que j'ai vus cette année, je pense, en tout cas l'un de mes coups de cœur, clairement de cette année. J'adore les mélodrames, du vieil Hollywood, hein, donc comme, Vincent et Minnie ou La Sœur. Voilà, c'est vraiment des cinéastes que j'adore, qui font partie de mes réalisateurs préférés, all time, et je trouve que ce film, Carole, réactualise en fait ce cinéma de la vieille époque, mais d'une manière, très lucide et magnifique en fait, sans se contenter d'être vraiment juste dans la relecture du Ouais, non, mélodrame, non, il y a hollywoodien. pas de facilité dans ce film, hein, c'est incroyable, hein, vraiment, C'est ça, c'est et alors je crois que il avait fait un film avec Julianne Moore qui le faisait déjà un peu. Je sais plus, c'est un truc avec Evan, mais qui devait être vraiment dans l'héritage ah de oui, du oui, je bébé de sais la plus comment il sœur. s'appelle, mais je vois de quel film tu parles, ouais. Voilà, c'est un film que j'ai pas vu qui m'intéresse beaucoup, mais de ce que j'ai compris, il était davantage encore sur, simplement la le film hommage, voilà. Alors que, pour le coup, Carole, c'est vraiment un film qui s'inscrit dans son temps, qui parle d'une relation amoureuse, mais d'une manière, vraiment vraiment nouvelle, en fait, avec le regard d'aujourd'hui sur ces années 50. Et et oui, c'est un mélodrame que j'ai trouvé vraiment bouleversant. Formellement, pour moi, de toute façon, Todd Haynes, c'est un immense cinéaste. Voilà, je pense. Alors, immense cinéaste, peut-être pas au sens large, hein, voilà, je trouve pas que ce soit non plus, l'immense cinéaste, forcément l'un des plus grands de notre époque, mais en termes de formalisme, pour moi, c'est l'un des plus grands. Je trouve Ah il a un bah, talent pour composer les images qui est extraordinaire, ah mais franchement. Carole, je pense qu'il y a tu pas un seul plan de Carole où limite tu verses pas une larme, parce que c'est beau, quoi. Ah Juste, mais oui, genre, c'est c'est aberrant, quoi, genre et vraiment, puis la direction d'acteur est exceptionnelle, hein, ouais, ouais. Bah, déjà Rooney non, mais Mara déjà pour moi il y a c'est Kate Blanchett et Rooney Mara, je crois, c'est ça? ouais, tout à fait. Donc enfin, je veux dire, juste ces 2 actrices-là, ça y est, quoi. Genre vraiment, c'est Et puis leur alchimie à l'écran, moi ouais, je ouais. enfin sincèrement je suis bluffé par la qualité d'interprétation, même si ça reste un pur film de mise en scène parce que la mise en scène, est extraordinaire. Il y a vraiment une Bah, c'est presque un film, post-classique, en fait. C'est presque, ouais, bien sûr. c'est un peu Ah ouais, ça, ouais. bien sûr, bah, je pense que c'est totalement le cas même, hein. C'est un film qui regarde le vieux cinéma Ouais, voilà, en c'est ça. mais en inversant parfois même les codes de Exact mise en scène. exactement, exactement. C'est bouleversant comme film, hein. Je te rejoins totalement. Voilà, donc bah, écoutez, on se rapproche de Noël en plus. Alors par contre, préparez les mouchoirs, ou pas parce que le film se termine pas forcément mal d'ailleurs, mais préparez les mouchoirs Ouais, tellement c'est bouleversant. quand même. Ouais. Voilà, et ça peut vous faire un super film de Noël. Pour le coup, c'est totalement le cas. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et bien on peut clôturer cet épisode. Ça a été un vrai plaisir d'échanger encore une fois avec toi Axel, hein, comme d'habitude. Ouais, totalement. Je te rends l'appareil et je te pour te dire exactement la même chose. C'était un sacré plaisir, comme d'habitude, pour parler, cette fois-ci d'un film avec, comment dire? Des contradictions, des choses sur lesquelles on est revenu qui étaient autant positifs que négatifs. Donc, Ouais. c'était très intéressant, de parler avec toi du cinéma de Shyamalan et de Phénomène en particulier. Donc, Mmh. on vous donne rendez-vous, très Oui. bientôt pour un truc assez spécial. On vous en dit pas plus parce qu'on veut garder on veut garder la surprise. Mais, enfin je pense, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 Donc, vas-y. Oui, bien sûr. voilà, mais, voilà, on va essayer de faire un truc en décembre, qui va normalement être assez sympa, donc, voilà, voilà. Yes, on se retrouve, très bientôt et sur ce, ouais, à la prochaine. Ciao, ciao.